Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman et bonjour Stéphane Rothenberg. Bonjour Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. On est ravis. Alors, on voulait vous inviter pour Top Chef, mais enfin, on s'est dit que ça faisait beaucoup. Donc, on rappelle que Top Chef cartonne toutes les semaines. Et là, on va vous voir une fois de plus sur M6. Il fait le mardi et le mercredi. Oui, c'est voilà, ça. Absolument. Mais bon, j'ai laissé tout le monde en paix pendant des mois. Oui, c'est vrai. Deux fois dans la semaine. Et avec le retour de Pékin Express, avec des images très impressionnantes d'Afrique au début. Et à la fin, je ne sais pas, vous allez nous raconter ce tournage un petit peu compliqué. Ça commence ce soir à 21h05 et on va reparler dans un instant. Gilles, la question du jour. Oh là là, la question du jour, c'est un grand débat. Je ne sais pas si vous avez suivi Stéphane Vivi dans The Voice. J'ai suivi. Oh là là, qui a chanté donc une chanson de rap. Et puis ensuite, donc la chanson, elle était un peu compliquée, chanson d'Orelsan. Du coup, ils ont été fouiller son site Twitter et sur son site Twitter, il y avait des tweets, comment dire, racistes, homophobes, qu'il a eu à 17 ans. Évidemment, ça nous rappelle une autre histoire qui avait été dans The Voice, l'histoire de Ménel. Donc, du coup, The Voice a pris une décision et ITV, le producteur, a pris une décision de se séparer du candidat. Vous ne le verrez plus sur TF1. Il faisait partie de l'équipe de Vianney. Est-ce que vous pensez que TF1 a eu raison? C'est la question du jour de Twitter. Oui, à 24%, mais nos auditeurs en majorité pensent que non, TF1 aurait dû garder ce candidat. Ça tombe bien que vous soyez là ce matin, ça pose la question aussi du casting, de la responsabilité du casting. TF1, normalement, en plus, depuis l'affaire Ménel, aurait peut-être dû aller fouiller, voir ce qui se passe. Ouais, c'est assez surprenant, c'est difficile, parce que c'est vrai que c'est dur les castings, jusqu'où il faut fouiller, jusqu'où il faut remonter. Oui, parce que c'est vrai que... ça sent un peu la vengeance quand même, parce que ces propos sont effectivement condamnables. 2017, des tweets de 2017, qui va chercher des tweets de 2017? Faut quand même être assez tordu pour faire ça, non? Non, mais je suis d'accord. Non. Puis la production aurait peut-être dû le faire effectivement aussi, du coup. Oui, mais c'est vrai que jusqu'où vous allez chercher, jusqu'où vous allez Pékin Express, c'est un casting compliqué. Alors c'est un casting compliqué dans le sens où il y a 40 000 personnes, donc ça fait beaucoup de monde. Comment on les départage? Oui, on choisit, on n'arrive pas à gérer 40 000, c'est trop compliqué, il faudrait des mois et des mois et des mois. Mais on regarde, alors c'est vrai qu'on ne fait pas d'enquête de police, alors c'est pas possible. D'abord, on n'en a pas les pouvoirs, les attributions et les moyens. Donc c'est vrai qu'on fait le maximum selon nous. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours passer au travers de plein de choses. Ouais, c'est très difficile. De 40 000, on passe à combien? En fait, c'est qu'on... Ça se passe en plusieurs... Globalement, on traite par lot de 1000 ou 2000. Et puis, tant qu'on n'a pas trouvé, on continue. Voilà. Mais on trouve assez vite. Ouais. Donc, oui, mais c'est un... Il y a des épreuves sportives, comme dans Koh-Lanta, ils ont des tests. Le casting... non. Alors, dans Top Chef, ils cuisinent devant le jury de sélection pour être sûr que ce qu'ils ont proposé dans leur dossier correspond à leur savoir-faire. Parce qu'on peut toujours éventuellement... Ce qui n'est pas le cas du tout dans Pékin. Pékin, c'est vraiment des rendez-vous téléphoniques, puis des rendez-vous, ils viennent dans les studios, je ne sais pas si on fera ça cette année d'ailleurs, pour les voir vraiment physiquement, etc. C'est essentiellement des rendez-vous. Vous ne les faites pas courir? Non, du tout. Et ensuite, en revanche, le médecin les voit. Et le médecin, et le médecin peut dire non sans qu'on ait la main. Et si le médecin dit non, on ne sait pas pourquoi. On ne sait jamais pourquoi. Ouais, bien sûr. Mais le médecin peut dire non. Voilà. Mais c'est la seule chose. Le seul qui a vraiment qui va très très loin, j'allais dire, c'est le médecin sur le plan médical. Et il y a un médecin sur Koh-Lanta? Sur Pékin? Oui, sur Pékin, pardon. Deux médecins qui sont là en permanence. En permanence. Et c'est même plus, c'est qu'il y a un avion ou un hélico en fonction des endroits en stand-by à moins de 2 heures de nous. Pour les assurances. Pour être capable de débarquer si jamais il y a un souci. Ce qui nous a fait changer la route par rapport au passé, parce que il faut qu'on ait donc un aéroport, un camp de base, un hélicoptère en état d'alerte en permanence proche de nous. Donc on s'enfonce loin, mais toujours pas très loin d'une base. Ouais. Allez Gilles, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Valérie, Stéphane, un petit son pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité. Et oui, pour la première fois, on peut entendre un son martien. C'était hier sur toutes les chaînes info qui se sont mis en édition spéciale pour l'occasion. Est-ce que ça valait le coup? Écoutez. Je reviens maintenant sur ce son que l'on a entendu, qui est étonnant, qui est presque un peu effrayant dans certains cas. En quoi, et d'ailleurs, tiens, on va d'ailleurs le réécouter.
Je savais, mais allez-y. Non, rien. J'ai rien dit. C'est un souffle sur un micro. Bah, c'est assez basique, on peut tous le faire. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu, voilà. Beaucoup de bruit pour rien. Oui, il y a du vent. Bravo. Je n'osais pas la faire. Après un petit son du gros son maintenant avec les Punk Idiots, les Daft Punk, qui se séparent. Alors là aussi, retentissement incroyable. On le voit partout. Alors c'est vrai qu'ils avaient touché le Graal quand le 14 juillet 2017, eh bien une fanfare interarmée l'avait joué devant la parade militaire. C'était devant un Trump impassible et un Macron joyeux. Toute votre jeunesse. C'est vrai. Non mais moi qui voyage beaucoup, c'est vrai qu'on les entend partout. Enfin, dans beaucoup de pays, plutôt les pays quand même typés ouest ou latins que dans les pays asiatiques. Mais c'est vrai qu'on les entend beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'artistes français, il y en a, mais qu'on entend partout. Ça fait un moment, de toute façon, qu'on les entendait plus vraiment. Ça fait un gros coup de com'. On attend l'album hommage derrière. Non, je crois pas. Vous croyez pas? Non, j'en sais rien. Mais ça fait drôle quand même. Alors du coup, incroyable, chez les papis du bar de CNews, chez Pascal Pro, les papis, là, vous croirez ou pas, ils ont fait un débat sur les Daft Punk sur CNews. Alors d'ailleurs, dites-moi, d'où ils viennent les Daft Punk? C'est tout. Est-ce que tu connais l'identité ou est-ce que tu as vu les visages de ces chanteurs professionnels? Non. Ce sont des Parisiens, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est extraordinaire de ne pas s'incarner. Ce sont des Parisiens formés en 93 après une rencontre sur les bancs du lycée. Daft Punk a sorti 4 albums depuis 97, Random Access Memories, qui est peut-être le plus pointu. 4 albums majeurs avec lesquels ils ont innové. Ce sont chaque fois renouvelés. Peut-être est-ce vous Daft Punk, peut-être est-ce Yvan Rioufol. Je parie sur Yvan Rioufol. On ne sait pas. C'est News et les Daft Punk, c'était quelque chose. Un moment fort hier dans C'est à vous, Julie Zenati explique que lorsque vous avez subi un abus sexuel, ce qu'elle a subi, cela reste indélébile, quelles que soient les circonstances. Une mauvaise rencontre, très jeune, voilà. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que moi j'ai eu la chance d'être reconnue comme victime. La brigade des mineurs avait été incroyable avec moi, il a été arrêté. Et puis mes parents ont été formidables. Et malgré tout, j'ai grandi avec une espèce de honte qui vous colle à la peau et vous savez pas trop d'où ça vient. Et on grandit avec ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les femmes ont besoin d'exposer ça au grand jour. Mais parce qu'en fait, il n'y a rien de pire pour avancer dans la vie que la honte. Et la honte, ça s'insinue dans tous les pores de la peau. Voilà, même si ça s'était bien passé d'un point de vue juridique, la honte est restée. Puis pour finir, hier on en a parlé avec notre invité, c'était les 5 ans de questions pour un champion. C'était donc la fête hier sur France 3, sur le plateau. Et du coup, il y avait plein de messages, dont celui de Thomas Hill, vous savez, l'animateur de la quotidienne. Drôle message d'anniversaire. It's cumpleaños, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, c'est moi. Joyeux anniversaire. Voilà, Samuel Etienne. Quel est l'intérêt de ce son? Comment? Quel est l'intérêt de ce son? Non, mais pardon de vous tacler, mais ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, aucun, mais aucun. Eh bien, j'ai démarré par le son de Mars et je finis par un son tout aussi bizarre. Voilà, madame. Absolument. Mais vous auriez pu vous en dispenser. Voilà, je fais la maîtresse d'école à l'antenne. Allez, on va parler de Pékin Express. Allez-y, oui. Petit jingle. Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Stéphane Rothenberg qui est avec nous. Tournage de la 14e saison de Pékin Express qui a débuté le 5 mars. Ça vous rappelle quelque chose, 2020. Et vous étiez loin d'imaginer qu'une pandémie mondiale allait vous frapper, enfin frapper le monde, c'est le cas de le dire. Oui, alors, on n'imaginait pas du tout. On allait, on allait sur le Roi Lion. Nous, on allait en Ouganda. J'ai annoncé aux candidats, parce qu'on va voir à l'antenne ce soir, une route qui passe par l'Éthiopie puis Dubaï qu'on ne fera jamais. Et c'est vrai que, encore une fois, lorsqu'on part, on sait que ça s'aggrave un peu en Europe, mais le mot de confinement est encore une abstraction. Et c'est vrai qu'on arrive là-bas, il y a beaucoup moins de cas, quasiment pas de cas en Afrique. Donc on sait qu'on est globalement en sécurité sanitaire et on profite de ces paysages de rêve. Extraordinaire, les paysages sont somptueux. Incroyable. C'est vraiment, on est dans le Roi Lion, toutes les images d'Épinal sur l'Afrique. Et voilà, c'est extraordinaire.
Et puis on entend que ça s'aggrave en Europe. Et en fait, si on est rentré, c'est vraiment pour pas être enfermé dehors. C'est vraiment parce que Emmanuel Macron a fermé les frontières. On a entendu à la radio, nous, parce qu'on n'avait pas la télévision française, mais on a entendu le message radio lunaire, hein, et que les frontières étaient fermées. Et donc, voilà, on pouvait pas finir le tournage en se disant, une fois qu'on sera terminé, on sera enfermé. Donc, toutes les fictions, il restait encore 2-3 tournages dans le monde au même moment. On est tous rentrés. Je parle de tournage étranger, il n'y avait plus de tournage français. Ouais. Mais il y avait un tournage américain qui était en Afrique du Sud, il y avait 2-3 choses. Et on a pris l'avant ou le dernier avion de ligne qui s'est posé de manière régulière à Orly. La France était déjà confinée. Ouais. L'aéroport était déjà quasiment fermé. C'est tout à fait surprenant de prendre le taxi qui ramène avec l'autoroute complètement vide. C'était complètement lunaire. Ça sera à l'antenne ou pas du tout ça ? Alors oui, bien sûr. En fait, à un moment, on s'est dit, est-ce que dès le début, on raconte tout le truc ? En fait, on va vraiment raconter comme on l'a vécu. Exactement. Ça s'appelle La Route des Terres Rouges. Je dis aux téléspectateurs, parce que je l'ai enregistré à l'époque où je pensais que c'était le cas, la finale c'est Dubaï. Même si ça n'aura pas lieu. Et effectivement, à la fin de l'épisode 3, on va raconter, vous allez raconter ce qui se passe et pourquoi. Et les 6 mois d'arrêt, et la route réécrite, et finalement, cette route Éthiopie-Émirats Arabes Unis qui sera finalement Grèce-Turquie. Alors, qui sont des pays qu'on avait déjà dans le radar. Hein. La Turquie, pour nous, c'était... En fait, la Turquie devait être la route de départ de la route de la soie, qu'on avait imaginée, avec une fin à Shanghai. Bon, voilà. Finalement, voilà, on a utilisé la Turquie avant, mais on n'a pas regretté le voyage, hein, je peux vous dire. Il y a une interview à lire dans Le Parisien ce matin de votre producteur qui raconte quand même la course que ça a été pour adapter justement, et puis la façon dont ça s'est passé. On va écouter la bande-annonce. Beauté des paysages naturels, faune extraordinaire, vous allez emprunter les pistes les plus désertiques et les plus chaotiques de la planète. Bienvenue en Afrique. Là, c'est dur. Oui. Là, on avait dit, ça va être très compliqué. Arrête de dire c'est fini. Là, c'est pas fini. Ils sont déchaînés. Hein. T'as voulu du Pékin Express, hein? Eh ben, tu vas me bouffer. Pékin Express sur les pistes de la Terre Rouge. Ce soir à 21h05 sur M6. Voilà, avec des candidats comme d'habitude assez comment on va dire, avec du tempérament. Il y a 2 Belges dans leur retranchement. Voilà, il y a 2 Belges tout à fait épatantes. Il y a alors des messages de nos auditeurs. Marie-Hélène dit j'ai hâte pour nous changer les idées parce qu'on a le moral complètement fracassé. J'adore Pékin Express. Et Gilles dit bonjour. Ce soir, je vais regarder comme tous les ans la nouvelle émission. En plus, car il y a des gens de mon village, les 2 Catalans. Formidable. Oui, ils sont formidables. Petite question, à quand un Pékin Express spécial Europe ? C'est-à-dire, alors il vous donne le tracé du détroit de Gibraltar jusqu'au détroit de Bering. Ça fait une belle aventure, qu'en pensez-vous ? Eh bien, il ne croit pas si bien dire, on y a réfléchi dans l'autre sens. Mais effectivement, nord-sud. La route européenne, on y pense toujours. On a vraiment, pour le coup on le fait un peu puisqu'on a été en Grèce, en évitant la France, bien sûr, mais on y pense parce qu'effectivement, il y a des choses très différentes entre des Scandinaves et des Latins du Sud-Sud. Il y a vraiment déjà culturellement, enfin, les paysages. La route européenne serait très très belle. Alors, pourquoi pas ? Alors pour comprendre, vous êtes revenu en France au mois de mars. Oui. Là, vous vous confinez comme tout le monde. Comme tout le monde. Et vous repartez cet été. Exactement. En fait, on a bénéficié de cette petite accalmie. Enfin, on ne pensait pas que c'était une accalmie, on pensait que c'était le début de la fin. Mais rappelez-vous, cet été, on a quasiment vécu normalement. Et c'était vrai pour quasiment tout le monde. Alors, on a évité soigneusement le continent américain parce que ça continue à s'aggraver. Mais il y avait des vraies fenêtres. Et en fait, on aurait, dans la réalité, avec le recul, on aurait sans doute pu terminer la route d'origine. Éthiopie, Émirats Arabes Unis. Il y a même eu des grands prix de Formule 1 au Moyen-Orient. Mais en fait, le rapatriement avait été tellement compliqué, tellement coûteux, qu'on s'est dit, si ça referme, vaut mieux qu'on soit pas loin. Et donc on a en urgence refait cette route, encore une fois qui était déjà pré-repérée dans le passé. Parce que pour créer des épreuves, on a quand même tout recréé. Ça a été quand même un vrai compliqué, vraiment compliqué. On avait 6 mois de confinement pour le faire. Hein. Voilà. Donc on l'a fait. Et parce qu'on s'est dit, en cas de pépin, il y a 1000 possibilités de revenir depuis la Grèce et la Turquie que depuis l'Éthiopie, surtout que la route éthiopienne était quand même très reculée. Cela dit, en Turquie, à un moment, on est à 400 km de la frontière irakienne. Donc, s'il y avait eu nécessité de se rapatrier, ça aurait quand même été compliqué. Mais ça a été une route. À la fois, c'est sublime. C'est-à-dire que moi, ça a été un choc positif, la Turquie, vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'on est en plein dans les tensions entre la Grèce et la Turquie, voire la Turquie et la France, au moment où on tourne. Il y a des avions, au moment des avions de guerre, des F-15 américains, qui ne sont pas américains, mais qui sont des avions de guerre de l'armée turque qui passaient au-dessus des plateaux.
et alors que les gens nous accueillaient à bras ouverts. Alors, avec le stress de la pandémie, hein, mais c'est là où j'ai encore vu, encore une fois, il faut faire une différence entre le comportement des gens et leur régime politique. Et qu'il ne faut jamais dire « Oh, mais vous allez là-bas alors que le régime... » Nous, on ne cautionne aucun régime. Et on va rencontrer les gens. Et alors, c'est incroyable. Des rencontres fabuleuses. Mais les gens vous accueillaient facilement beaucoup, parce qu'en Afrique... C'est plus dur. En pandémie, c'est plus dur. Ce qui est chouette, c'est de voir les enfants, en tout cas dans ce premier épisode qu'on a vu, c'est toujours la joie des enfants quand ils voient arriver comme ça. Ils ne sont pas habitués par les gens, ils viennent les toucher, les voir. Et ça, c'est assez touchant. Oui, alors ça va être très surprenant pour les gens, parce qu'encore une fois, le début du programme, c'est encore avant la pandémie, donc il n'y a pas de geste barrière. Donc les candidats se jettent sur moi quand ils ont gagné. Ils se jettent sur les locaux lorsqu'on les accueille. Bon, ça va presque nous surprendre. À partir de l'épisode 4, ça va changer. Là, il y a des masques. Alors les candidats, parce que les masques n'étaient pas obligatoires dans les pays, mis à part Thessalonique, je crois, un moment en Grèce, et quelques quartiers d'Athènes, pas du tout en Turquie. Donc les masques n'étaient pas obligatoires dans les pays dans lesquels on va. Mais nous, pour ne pas être considérés comme cluster et ne pas être immobilisés en cas de... On était testés régulièrement, tout le monde était masqué. Et les candidats étaient masqués, on a des masques transparents qui sont un peu étranges, parce que bon voilà, c'est quand même plus joli, mais c'est quand même surprenant. Les candidats étaient masqués. Ça aide pas de faire du stop masqué. Ça aide non, pas ça c'est sûr de réclamer le JT couvert masqué. Ça aide pas. Mais ils y sont arrivés. Il y a des candidats qui ont été obligés d'abandonner suite à un accident. Oui, on a eu ça. Donc ça c'est toujours notre stress. Hantise. Toujours. On a été. Alors, on demande toujours aux candidats de demander aux locaux qui les transportent de respecter les limitations de vitesse. Ça a été vraiment fait. Là, ils ont été victimes. Ça, c'est quelqu'un qui roulait trop vite, qui est arrivé en contresens. Donc forcément, ça a choqué. C'est toujours notre traumatisme. Le médecin a préféré arrêter les candidats. Voilà. Tout est bien, qui finit bien pour notre équipe. Il y a eu un drame sur la route, en revanche. Alors, on est très peu au courant parce que ça ne nous regarde plus, entre guillemets. Les autorités nous ont absous. Ils nous ont dit, maintenant, le reste, ça ne vous regarde pas, c'est plus votre affaire. Et donc, c'est vrai qu'on a très vite, on s'est écarté. Voilà, c'est comme ça. Mais bien évidemment, ça fera partie de la course. Oui, et puis ça fait partie des risques d'une course comme celle-là. Depuis autant de saisons de Pékin Express, j'imagine que vous avez, vous, le vaccin, ça ne vous fait pas peur? Non. Alors, je reconnais que non. C'est vrai que je sais qu'il va y avoir... J'imagine déjà une polémique en France sur entre guillemets le passeport vaccinal. Moi, j'appelle ça un carnet de vaccination parce que j'en ai un et je ne peux pas franchir des frontières. Il y a quantité de pays où vous ne pouvez pas rentrer. En Afrique, vous ne rentrez pas en Afrique si vous n'avez pas votre fièvre jaune, au Kenya par exemple, etc. Et parce qu'ils ont mis des années à l'éradiquer, ils ne vont pas avoir envie d'avoir des étrangers. Voilà. Donc c'est vrai que moi, en tous les cas, culturellement, je comprends. Il y a quantité de pays. Quand je vais, l'encéphalite japonaise, la fièvre jaune, des trucs un peu exotiques que j'ai pas envie de choper et que donc je suis vacciné. J'ai fait aussi des choix. C'est-à-dire que je reconnais par exemple que la rage aujourd'hui, moi j'avais un truc, ça dure 10 ans je crois. J'ai pas fait le rappel parce qu'aujourd'hui, si on se fait mordre, on peut avoir des piqûres juste après et ça passe. Donc, il faut être au bon endroit, au bon moment. Oui, mais moi je suis équipé sur mes tournages. Voilà, moi je suis équipé, donc si vous n'êtes pas équipé, il vaut mieux se faire vacciner. C'est ce qui est obligatoire. Vous dites, voilà, quand on va dans certains pays, quand on va en Afrique, on est obligé d'avoir des... Mais je parle pour moi, je veux pas donner de leçons aux autres, mais je reconnais que moi j'ai aucun problème à cette idée de... Parce que en fait, moi j'appelle ça un carnet de vaccination et je le montre dans plein de pays, je le montre quand je passe les frontières. Mais là, vous allez être obligé de demander aux candidats d'être vaccinés contre la Covid. Franchement, on se projette. Il est vraisemblable, encore une fois, là pour le coup, on apprend en marchant. On est en train de réfléchir à la prochaine saison et il va falloir qu'on regarde. C'est évident que le vaccin va nous permettre de partir. Il est vraisemblable, mais encore une fois, pour l'instant, aucun pays n'a mis en place un protocole que j'imagine que pour les touristes, il va y avoir ça parce qu'il y a plein de pays où j'imagine que ça va être comme ça. Mais encore une fois, ça marche pour plein de maladies. Et comment vous imaginez la saison prochaine? Alors, on est au début de cette nouvelle saison. Non, mais on est déjà. Oui, j'imagine que vous y êtes déjà. Ça va être compliqué, forcément. Oui, mais on regarde, on voit déjà que pour l'instant, il y a une vraie détente, entre guillemets, en Asie. On voit que la Chine a une vie aujourd'hui quasiment normale, si ce n'est normale. Et beaucoup de pays voisins de la Chine ont déjà retrouvé une vie complètement normale. On voit qu'à l'inverse, l'Europe, c'est compliqué, que le continent américain, c'est tout aussi compliqué, parce que si ça s'améliore en Amérique, ça ne meurt pas ailleurs. On repère. Mais nous, on part dans 6 mois. 7 mois. Donc, voilà, on a encore le temps de voir comment ça évolue. Le problème, c'est que nous, on repère avant. Et donc, il faut savoir où repérer. Mais déjà, on voit qu'il y a des endroits où c'est, je ne vais pas dire de l'histoire ancienne, mais c'est comme du lait sur le feu. Mais on a bien l'impression qu'il y a des pays qui sont déjà
dans une autre phase, notamment en Asie. Voilà, il y a eu un petit souvenir de tournage que vous voulez nous raconter, je sais pas. Vous avez raconté une bête qui vous a mordu. Non, étonnante. Alors étonnante, je sais pas, mais non, mais je voudrais quand même la Turquie, c'est la fin de saison. Vraiment l'incroyable surprise que j'ai eue, parce que c'est vrai que comme il y a un peu de prévention aujourd'hui sur la Turquie à cause justement des tensions qu'on a avec le pays. Et on a été notamment donc la Cappadoce chez Arksed, c'est des immenses villages troglodytes comme ça, qui vont quasiment jusqu'en Irak, et qui sont incroyables, avec ces ballons, on voit souvent ces photos avec ces immenses ballons, etc. On y a été, on a fait comme ça et des épreuves complètement folles là-bas, et on était tous émerveillés. Et on s'est dit, c'est fou parce que la Turquie faisait encore une fois partie d'une route potentielle qui était la route de la soie, mais on n'avait pas du tout prévu d'être en Turquie. Et cette année, voilà. Et on s'est dit, finalement, comme quoi, changer notre route pour découvrir ça, pas de problème, tout bénef. Vous êtes tombé vraiment amoureux de ce pays. Oui, parce que d'abord, vous savez, quand vous dites, ça va être dur, il y a des tensions, on va peut-être être mal accueilli, et que vous êtes accueilli à bras ouverts, que c'est sublime, qu'on mange bien. C'est bête, mais... Oui, c'est important. C'est important. On prend... on est tous revenus, mais tous, les 140 de l'équipe, on est tous revenus avec des étoiles dans les yeux avec la Turquie, et on s'est dit, vraiment, la géopolitique, quelle catastrophe, parce que c'est vrai qu'il y a des tensions, des machins, des bruits de bottes, alors qu'en fait, vraiment, c'est génial. Les peuples sont formidables. Ouais. Vous avez pris des kilos, vous avez pris des kilos. Avec Top Chef, ça se voit pas. Alors, si, j'en prends sur Top Chef, normalement, je perds sur Pékin, mais moussaka grec, plus... Les petits gâteaux, gâteaux. En fait, là, ça marche pas. Alors, vous en êtes à combien de kilos? Non, ça va, mais 3-4, j'arrive pas. Vous savez qu'on a reçu les jurys de Top Chef, qui dans 15 jours, on recevra Paul Perret. Alors, ils vous ont balancé. C'est vous qui finissez les plats, ils nous ont raconté. Mais j'espère bien. J'ai pas le droit de toucher aux assiettes du concours. Mais une fois qu'ils ont goûté... Alors d'abord, je tape dans les casseroles. Ça, toujours. C'est vrai? Oui, les casseroles. Une fois que c'est terminé, moi, je suis le premier à arriver en cuisine quand je donne l'arrêt. Privilège. Donc... Il y a encore des choses sur le feu, il y a encore des petites choses. Et quand les dents, pas le temps de ranger. Donc moi, je me précipite, tac. Et ensuite, effectivement, les chefs, parfois ils défoncent l'assiette, mais parfois ils en laissent un petit peu. Voire ils m'en laissent un petit peu. Et j'en profite. Là, vous avez été balancé carrément par Hélène Darroze et Michel Saran. Ils ont dit, c'est Stéphane qui finit les plats à tous les coups. Oui, vous les voyez déguster, raconter du bien ou du pas bien, et vous avez envie de confronter leur jugement. Vous êtes un vrai gourmand, ça se voit, vous êtes un vrai gourmand. Vous allez regarder ce soir ou pas Pékin Express? Vous le regardez en famille? Comment ça se passe? Oui, absolument. Là, je vais le regarder avec ma fille, exactement. Alors, parce qu'elle est curieuse de le voir. Alors, comme je pose ma voix sur le programme, je le découvre quand même. Mais là, par exemple, en vous quittant, je vais aller mixer l'épisode 6. Dire qu'on est un petit peu en avance, on est content. Mais oui, je le regarde. Et on le voit différemment? Oui, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. En fait, vous savez, c'est 17 caméras qui tournent. Donc, vous avez des retours. On a des réunions de rédaction tous les 3 jours, etc., où les caméramans nous disent voilà, ça c'était génial, ça c'était truc, etc. Mais on l'a pas vu. Et le fait de le voir, alors encore une fois, c'est toujours un choix. Vous savez qu'on pourrait faire quasiment 3 épisodes différents sur chaque prime, parce qu'il se passe tellement d'aventures. On prévient d'ailleurs les candidats. Avant les diffs, d'ailleurs je leur redis s'ils m'écoutent, préparez-vous, nous ne gardons que 1,5% de ce qu'on tourne. Et oui, parce qu'on tourne 10 aventures de candidats, enfin 9 cette année, 8-9 cette année, et on va monter quelques nuits, quelques aventures. Et ils ont tous l'impression de vivre des choses incroybles. Ils sont tous persuadés que ça va être vu à l'antenne. Ils sont frustrés? Oui. Alors comment se fait le choix? On priorise quoi? En fait, c'est très difficile, et c'est des choix, et je peux vous dire qu'il y a des réunions sans fin. Alors, quand il n'y a plus que 2 ou 3 binômes, c'est beaucoup plus simple. Au début, on fait des arbitrages terribles. On va choisir un peu d'émotion, un peu d'humour, le cocktail de Pékin, quoi. Ce qui fait rire, ce qui fait un peu pleurer ou émouvoir. Et puis garder un petit peu de choses. Il y a des binômes qu'on ne verra pas. Je vous le dis ce soir. Préparez-vous. Il y a des binômes qu'on va à peine voir parce que il y a trop de monde. Donc vous êtes obligé de répartir. On les voit comme ça. On les voit avec moi. On les voit faire un truc, mais on raconte pas tellement les histoires. Et plus les taux se resserrent, et plus on peut vivre vraiment l'histoire. Et alors ne loupez pas le début, zappez avant la pub. Parce que ça démarre dès l'avion. Et ça, c'est une première. Et ça, c'est chouette. De voir dans l'avion, c'est sympa. Merci à vous. Merci Stéphane Rothenberg d'être venu ce matin. Les auditeurs, à votre question, vous avez déjà oublié, Gilles, ils répondent que TF1 a eu tort de virer le jeune rappeur The Vivi. Voilà. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant.